Voici l'explication linéaire numéro 3 du parcours La célébration du monde, un dernier texte extrait d'Évry de La Vigne, recueil écrit par Colette en 1908, un peu après son divorce. Dès 1904, Colette publie aux éditions du Mercure Galant quatre dialogues de bêtes qu'elle signe Colette Willy, hein, elle n'est pas encore divorcée. Et donc, dans ce dialogue que nous allons étudier, nous allons avoir une sorte de scénette de théâtre, précédée d'ailleurs d'une sorte de didascalie indiquant le décor. À la campagne, l'été, elle somnole sur une chaise longue de rotin. Ses deux amis Toby Chien le Bulle, Kiki la Doucette l'Angora, jonchent le sable. Donc, c'est la didascalie qui précède la nouvelle dont nous allons étudier la fin. Il s'agit donc d'un dialogue entre son chat, Kiki la Doucette, et son chien, Toby Chien. Et c'est l'occasion pour Colette, qui ne se désigne que par le pronom personnel elle, avec une majuscule, d'évoquer des souvenirs du music-hall et de dresser son autoportrait. Donc c'est à ce moment-là que vous ferez la lecture. Là encore, le texte est un peu long, donc on vous interrompra. Et après cette lecture, vous allez proposer les mouvements et la problématique. Ligne 1 à 6. Après avoir évoqué les souvenirs du musical auquel il a participé à sa manière, Toby Chien se demande si sa maîtresse endormie ne rêve pas, elle aussi, de Paris et de la Seine. Ligne 7 à 12, Kiki la doucette, le chat, le détompe et évoque sa relation privilégiée avec sa maîtresse. La fin du texte permet à Colette de prêter sa voix à son chat pour décrire ce qui occupe réellement ses pensées, à savoir le souvenir de son enfance à la campagne. Ma problématique sera donc quel portrait de l'autrice ressort-il de ce dialogue entre deux animaux auxquels Colette prête des traits anthropomorphes. Alors, première unité de sens, les suppositions de Tobichien. Tobichien poursuivant, nous descendions après vers la cellule lumineuse où elle essuyait son visage de couleur, la gomme bleue de Cécile. Elle, la regardant endormie, elle est là étendue, elle sommeille. Elle semble ne rien regretter. Il y a sur son visage un air heureux de détente et d'arrivée. Pourtant, quand elle rêve de longues heures, la tête sur son bras plié, je me demande si elle n'évoque pas comme moi ces soirs lumineux de printemps parisien, tout enguirlandés de perles électriques. C'est peut-être cela qui brille au plus profond de ses yeux. Donc on a une présentation sous forme de dialogue de théâtre, hein, même si ce texte est dans un parcours sur le récit. On le voit avec la didascalie poursuivant, la regardant endormie, qui permet de comprendre que Toby Chien continue d'évoquer les souvenirs parisiens qu'il a déjà évoqués dans le début de la nouvelle, hein. Il a accompagné Colette dans ses numéros de pantomime aux Folies Élyséennes et il regrette ces moments passés au milieu des danseuses. Le moment qui est évoqué ici est celui de retour en coulisses où Colette enlevait son maquillage. Le maquillage qui est un thème important dans les vrilles de la vigne. Les points de suspension et les didascalies indiquent une pause dans la narration du souvenir pour revenir au présent. Le chien observe sa maîtresse endormie, il en livre une sorte de photographie au présent de narration. Les réflexions qui sont attribuées au chien sont évidemment anthropomorphes, hein, on lui prête un sens de l'observation avec elle semble, un air, une forme de questionnement intérieur avec le verbe d'interrogation et l'interrogative indirect. Je me demande si plus une projection de ses sentiments sur ceux de sa maîtresse avec la comparaison comme moi. L'impression qui ressort de ce tableau est une impression de calme, de rêverie, qui est attribuée par Toby Chien de façon fausse, on va le voir après, en tout cas si l'on en croit Kiki la Doucette, au souvenir du monde parisien caractérisé par sa lumière, sa modernité, comme le montrent, hein, les adjectifs lumineux, enguirlandés de perles électriques. On est au début du XXe siècle et l'électricité fait son apparition un petit peu partout, il est symbole de modernité. Kiki la Doucette intervient pour le détromper et va mettre en avant une sorte de rivalité entre le chat et le chien. Non, je sais, moi, elle m'a parlé. À moi aussi, elle me parle. Pas de la même manière, elle te parle de la température, de la tartine qu'elle mange, de l'oiseau qui vient de s'envoler. Elle te dit: Viens ici, gare à ton derrière, tu es beau, tu es laid. Tu es mon crapaud bringé, ma sympathique grenouille. Je te défends de manger ce crottin sec. C'est déjà très gentil, tu ne trouves pas?
Donc, Kiki la Doucette détrompe Toby Chien sur ses suppositions et révèle cette relation particulière entre le chat et sa maîtresse avec cette phrase, avec un point d'exclamation, elle m'a parlé. On voit bien la rivalité entre le chat et le chien qui se traduit par la didascalie jaloux, hein, et la forme emphatique à moi aussi, elle me parle à moi aussi, qui montre que les deux animaux lutteraient pour avoir la préférence de leur maîtresse. Évidemment, tout ça, c'est une projection de Colette sur ces animaux. Kiki la Doucette insiste sur la différence de traitement et met en évidence une forme de naïveté, voire de stupidité du chien, pour qui finalement toute parole venant de Colette est perçue comme une faveur, même quand c'est une parole finalement moqueuse, hein. On le voit avec l'antithèse tu es beau, tu es laid. Le terme crapaud bringé ou sympathique grenouille se réfère à l'apparence du bulle, hein, et ça n'est pas évidemment très sympathique. Et donc quand Toby Chien réplique c'est déjà gentil, ça montre qu'il ne comprend pas l'ironie de sa maîtresse ni de celle du chat. Et il y a une tonalité humoristique du passage puisque Colette se moque gentiment de la naïveté et de l'adoration, on pourrait dire, qui sont communément attribuées aux chiens, hein, pour leur maître. Ensuite, Kiki la Doucette va évoquer une communication presque télépathique entre elle et Colette. Très gentille, mais nos confidences d'elle à moi, de moi à elle, notez le chiasme, sont d'autre sorte. Depuis que nous sommes ici, elle s'est confiée presque sans parole à mon instinct divinateur. Donc, il y a un lien particulier de l'auteur avec les chats. On sait d'ailleurs que Colette a publié un roman intitulé La chatte, hein, qui est évoqué dans la nouvelle Amour. Les termes confidence, le chiasme, elle à moi, de moi à elle, confié à nouveau, presque sans parole, divinateur, tout cela montre que, il y a une relation quasiment télépathique, hein. Le chat devine tout, il a presque un pouvoir magique. Les deux rentrent en communion sans avoir même à parler. Et donc vient ensuite la révélation par la voix du chat, finalement, des états intérieurs de l'auteur qui n'ont pas grand-chose à voir avec le spectacle parisien. Elle se délecte d'une tristesse et d'une solitude plus savoureuses que le bonheur. Elle ne se lasse pas de regarder changer la couleur des heures, elle erre beaucoup mais pas loin, et son activité piétine sur ses 10 hectares bornés de murs en ruine. Tu la vois parfois debout sur la cime de notre montagne, sculptée dans sa robe par le vent amoureux, les cheveux tour à tour droits et couchés comme les épis de seigle, et pareil à un tout petit génie de l'aventure, ne t'en émeut pas. Son regard ne défie pas l'espace, il y cherche, il y menace seulement, l'intrus en marche vers sa demeure, l'assaillant de sa retraite, dirais-je, sentimental. Donc, ce qui est révélé ici, ce sont des sentiments, comme le montrent les verbes elle se délecte, elle ne se lasse pas. Donc, on a la traduction des états intérieurs du point de vue de Colette. Et l'objet de ces verbes qui expriment un plaisir est surprenant, puisque ce sont des objets assez déplaisants, normalement, tristesse et solitude qui sont comparés pourtant avec le comparatif plus savoureuse que le bonheur. Donc il s'agit d'un plaisir paradoxal qui peut faire penser que Colette justifie sa séparation de Willy par le besoin de solitude et d'observation du monde loin des hommes. Donc qui la Doucette contredit finalement Tobichien qui pensait que Colette regrettait le monde, la vie parisienne. On retrouve ici évidemment la voix de Colette à travers son style poétique, par exemple l'expression changer la couleur des heures, et la description qui ressort de Colette, donc dans une forme d'autoportrait porté par la voix du chien, c'est une femme en activité à l'extérieur, comme sa mère finalement, mais qui malgré tout semble se sentir enfermée. On a un champ lexical de l'enfermement, un enfermement qui est à la fois réel et probablement symbolique dans sa vie de femme mariée. Elle erre beaucoup, mais pas loin. Son activité piétine, ses 10 hectares bornés, hein. On voit bien qu'il y a un champ lexical de la limite. À travers le regard du chat et du chien, d'ailleurs, on a un passage à la deuxième personne, tu la vois, Colette délivre un autoportrait d'elle très photographique, là encore. L'auteur s'est d'ailleurs laissé beaucoup photographier, il y a un côté presque selfie, un peu narcissique, sculpté dans sa robe par le vent amoureux, les cheveux tour à tour, etc. Pareil, la comparaison à un petit génie de l'aventure. Et la fin de la réplique éclaire le but de ce séjour à la campagne avec le terme sentimental
retraite sentimentale. Donc, l'auteur est ici présenté, ou elle se présente elle-même à travers ce que dit Kiki la Doucette, comme la gardienne de sa forteresse, comme éprise de solitude et chassant l'intrus, qui est peut-être Willy. Et finalement, seuls ces animaux, qui sont présentés comme amoureux de leur maîtresse, sont tolérés pour adoucir sa retraite solitaire. Et la description des pensées de l'auteur se poursuit. On voit que cette retraite à la campagne permet finalement à l'auteur de retrouver son enfance. Donc, dis-le, Kiki la Doucette. Elle n'aime point l'inconnu et ne chérit sans trouble que ce lieu ancien, retiré, ce seuil usé par ses pas enfantins, ce parc triste dont son cœur connaît tous les aspects. Tu la crois assise là près de nous. Elle est assise en même temps sur la roche tiède au revers de la combe et aussi sur la branche odorante et basse du pin argenté. Tu crois qu'elle dort? Elle cueille en ce moment au potager la fraise blanche qui sent la fourmi écrasée. Elle respire sous la tonnelle de roses l'odeur orientale et comestible de 1000 roses vineuses, mûres en un seul jour de soleil. Ainsi, immobile et les yeux clos, elle habite chaque pelouse, chaque arbre, chaque fleur. Elle se penche à la fois, fantôme bleu comme l'air, à toutes les fenêtres de sa maison chevelue de vigne. Son esprit court comme un son subtil le long des veines de toutes les feuilles, se caresse au velours des géraniums, à la cerise vernie, et s'enroule à la couleuvre poudrée de poussière au creux du sentier jaune. Donc après la confirmation de Toby Chien sur le fait que c'est une retraite sentimentale, hein, Kiki la Doucette poursuit en nous éclairant sur le lieu de cette retraite sentimentale. Il s'agit du parc de sa maison d'enfance, ce lieu ancien, retiré, ce seuil usé par ses pas enfantins, hein. L'hypallage pas enfantin nous montre qu'il s'agit de la maison de son enfance. Et donc on retrouve le thème de la nostalgie de l'enfance qui parcourt les deux recueils, Sido et les vrilles de la vigne. Une explication nous est donnée ici à travers la voix du chat. Elle n'aime pas l'inconnu, dont son cœur connaît tous les aspects. On a l'impression que Colette semble avoir besoin de sécurité, d'être sécurisée par des lieux connus pour la rassurer, un petit peu comme les enfants. Kiki la Doucette ou Colette, hein, à travers sa voix, poursuit en suggérant le contenu réel des rêveries, qui sont bien éloignées du musical parisien, avec des questions qui sont aussitôt démenties, ce qui donne un aspect assez dynamique. Tu la crois assise près de nous, elle est assise en même temps. Donc, il y a comment dire, le lieu réel et puis le lieu de la rêverie qui sont évoqués côte à côte. Et la rêverie est l'occasion pour Colette de sortir de l'enfermement du parc qu'on a évoqué précédemment pour retrouver au contraire de la liberté, et la liberté notamment de ses escapades enfantines qu'elle a évoquées dans Sido, hein. Vous vous souvenez, sur ses sorties dans la nuit pour profiter du lever du soleil. Sur la roche tiède, au revers de la combe, elle cueille en ce moment la fraise blanche qui sent la fourmi écrasée. On voit bien que la rêverie est un moyen d'évasion, de retrouver les lieux de son enfance. On y retrouve, comme dans tout le recueil, une ode à la nature, avec un style poétique fait d'associations très inattendues, souvent fondées sur des synesthésies ou des hypalages, par exemple, qui sent la fourmi écrasée, l'odeur orientale et comestible, hein. Vous voyez qu'on mêle à la fois l'odorat et le goût, se caresse au velours des géraniums, le toucher, la vue. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que il y a un pouvoir du rêve qui permet d'effacer les limites physiques, hein, qui se montrent avec la répétition de chaque et de tout. Elle habite chaque pelouse, chaque arbre, chaque fleur. Elle visite toutes les fenêtres, hein, a-t-on également, un petit peu à la manière d'un fantôme auquel elle est comparée, fantôme bleu comme l'air, fantôme qui peut aussi évoquer peut-être le passé qui revient hanter le présent. C'est donc un passage très sensuel qui fait appel à toutes les sensations par le biais des couleurs, des odeurs et du toucher pour évoquer la rêverie liée au lieu de son enfance. On a donc une courte phrase, encore une fois, pour conclure le récit. C'est pourquoi tu la vois si sage et les yeux clos, car ses mains pendantes, qui semblent vides,
possède et égrène tous les instants d'or de ce beau jour lent et pur. C'est vraiment une phrase qui illustre bien le thème du parcours, la célébration du monde. On a un connecteur, c'est pourquoi qui introduit un lien causal entre l'escapade onirique qui vient d'être décrite par Kiki la Doucette et la posture réelle dans le présent de la dormeuse si sage, hein. Les apparences sont finalement trompeuses et le repos apparent est finalement l'occasion d'une activité intérieure intense qui permet de profiter pleinement des plaisirs offerts par la nature ou de les retrouver en rêve, avec ces termes très lyriques, hein. Ses mains possèdent et égrènent tous les instants d'or de ce beau jour lent et pur, comme si chaque instant était une perle précieuse. En conclusion, Colette utilise l'artifice d'un dialogue fictif entre ses animaux de compagnie, le chat Kiki la Doucette et le chien Toby Chien, pour évoquer sa retraite sentimentale, loin de Paris, mais aussi de son premier mari, Willy. On retrouve dans cette évocation la nostalgie de l'enfance, la description lyrique de lieux qui lui sont chers et qu'on retrouve dans d'autres nouvelles d'Evry de la Vigne. Les répliques de Kiki la Doucette donnent à voir un portrait de l'auteur plus attirée par la campagne et la solitude que la vie mondaine. Une autrice éprise de liberté, proche de la nature, comme sa mère avant elle. Voilà pour cette explication linéaire numéro 3.